Bon, c'est chaud, c'est les séries. J'avais mentionné au début de l'émission, Montréal est 8e, hors des séries, mais ex aequo avec Atlanta et New York, avec 43 points. Scénario science-fiction ou de fiction. Et si Montréal ratait les séries MLS, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez changer la définition de cette question. Est-ce que Montréal va rater les séries? Est-ce que Montréal va faire les séries? Et qu'est-ce qui se passe que si Montréal rate les séries? Attends, mais qu'est-ce qui se passe à quel niveau pour le coach, pour l'équipe, pour Renard? Ton impression, je veux voir ta vision. T'es pas moi, je reste sur ma ligne directrice. Je pense que ce serait un gâchis parce que je pense que même si on ne les attendait pas, même si on s'était dit, tiens, si on peut accrocher une 7e, 8e place, ce serait quasiment un exploit, je trouve. Et puis, en plus de ça, les pairs l'ont dit depuis la semaine passée ou il y a 2 semaines, le travail de Nancy a été approuvé. Le jeu de Montréal également a été approuvé par ses pairs. Donc, je pense que ce serait quand même un gâchis. Et surtout, je pense que pour ce groupe-là, aussi jeune qu'il soit, c'est quand même important. Tu gagnerais quand même en expérience. Tu tirais un peu plus vite sur cette deuxième saison qui serait la saison finalement de la confirmation. Parce que aller en playoff, jouer un tour ou deux, même deux playoffs, tu acquiers de l'expérience que tu grattes rapidement par rapport à versus si tu fais une saison incroyable pour échouer finalement au dernier match. On aura encore des regrets, puis on restera dans un mindset de « Ah, on était pas mal, mais on a encore échoué ». Moi, j'aimerais que… Et tu sais, ça se joue aussi sur des dynamiques. Tu l'as dit, on est égalité avec Atlanta et New York Red Bulls. Et New York Red Bulls étaient bien loin derrière. Puis ils ont une dynamique qui a bien changé. Ils sont sur 8 matchs sans défaite. Puis les deux clubs ont un match en main en plus. Alors là, voilà, c'est encore double stressant. Avec 6 victoires sur les 8 derniers matchs, il me semble. Atlanta, au moment où ils ont changé, Gabriel Heinze est reparti dans un mindset de victoire. Donc, moi, je pense que c'est important. Ils ont commencé à boire de l'eau. C'est ça que j'ai dit. Ils n'avaient pas d'eau avant, c'est chaud, gars. Comment tu peux jouer au foot si tu n'as pas d'eau? Comment tu peux gagner des matchs si tu es déshydraté? C'est pas normal. On leur a dit tiens, prends de l'eau. Donc, pour terminer, voilà, je pense que moi, je suis sur ma lancée. Bien sûr que oui, ce ne sera pas une catastrophe, mais je trouve que ce serait un gâchis par rapport à la saison qu'ils ont montré et par rapport aussi, on avait aussi des doutes sur le management de Wilfried Nancy. Voilà, c'est costaud quand même ce qu'il a réussi à faire avec, je crois, 11 nouveaux joueurs dans une équipe. Donc voilà, moi j'estime qu'il faut aller le chercher, ces playoffs-là pour créer cette dynamique pour les années futures. Mais ça, moi, je vais te rejoindre par rapport à ce que tu dis, la dynamique de l'expérience que tu emmagasines en jouant des matchs de play-off. C'est vrai que des matchs de play-off, je trouve, tu crées quelque chose d'important. Et puis, c'est vrai que ça va accélérer un peu. Puis je pense qu'il lance un message aussi, Renard, en confirmant les transferts de Hamdi et de Torres, qui étaient de prêt initialement. Là, ça devient des transferts définitifs. Donc, il est quand même dans une optique de continuité légèrement, même s'il a quand même annoncé la couleur qu'il veut faire jouer des joueurs, des jeunes joueurs, les acheter pas trop cher et espérer les vendre plus cher dans une optique de trading. Après, une optique de trading, c'est bien quand ton équipe elle gagne puis qu'elle va loin. Et je veux dire, je pense que Wilfried Nancy arrive, comme tu dis, a fait quelque chose quand même d'intéressant avec les moyens qu'il avait, beaucoup de nouveaux joueurs. Cependant, c'est parce que là, tu disais quand même, après une saison incroyable, c'est pas une saison incroyable, ça reste quand même une équipe de milieu de tableau. Elle a battu un peu les pronostics parce que tous les grands experts de la MLS, oui, il y avait un énorme inconnu. Reg, à la 95e, on est le CF Montréal est 4 ou 5e de la division quand même. Oui, parce que c'est très 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 serré. Donc, donc après, c'est quand même une saison qui est incroyable. Elle est passée incroyable. Ils ont quand même 11 victoires, 10 défaites. Genre, ils sont un match au-dessus de 500. Genre, c'est pas non plus incroyable. Est-ce que pour dire que Montréal jouant du beau football, ils font une saison correcte? Moi, je pense que c'est une saison qui est au-delà des espérances, pardon, parce que, mais de là à dire qu'elle était incroyable, bon, on joue sur les mots, c'est pas très grave non plus, genre. Bien sûr. Mais je te rejoins énormément sur le fait que je pense que cette équipe, si elle va en playoff, puis aussi pas juste ça, ce que je voulais rajouter, c'est
c'est ce côté que ça peut être bien aussi pour la ville, ça peut être bien pour le stade d'avoir quelques matchs de play-off, avoir des gens qui viennent, avoir un mois de novembre où tu y vas, il fait froid, mais il y a de l'engouement, de vivre des expériences, puis que cette équipe-là vive des belles expériences en play-off. Parce qu'on en a des beaux souvenirs en play-off avec Drogba, avec Piatti, avec Bernier qui marque ses buts. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qu'on a envie, puis ça serait cool avec ce groupe parce qu'il y a un truc, je trouve, puis ça m'avait marqué quand j'étais allé voir le match, je vais finir là-dessus, sur le match contre Philadelphie sous la pluie. Déjà, il y avait beaucoup plus de monde que j'aurais cru, alors que c'était un jour où il pleuvait. Ils annonçaient qu'il pleuvait. C'est pas genre, il s'est mis à pleuvoir à la mi-temps et t'es comme, ah merde, je suis pris sous la pluie. C'est vraiment, on t'a dit qu'il va pleuvoir toute la journée et il y avait quand même beaucoup de monde, puis il y avait une bonne ambiance. Puis quand Ibrahim, il marque, tu sens qu'il y a un truc. Puis je pense que ça serait bien que cette équipe ait... Ouais. Mais c'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec ce que dit Christophe sur le bon diagnostic, parce que moi aussi. Comparer le CH et le CF Montréal, je pense que c'est une mauvaise idée parce que le CF Montréal est vraiment tout neuf et qui plus est cette année avec le rebranding dont on a parlé, l'équipe est neuve aussi. Je pense que c'est à eux d'écrire aussi l'histoire et puis pour le coup, c'est deux sports complètement différents aussi. T'es sur un match, on l'a bien vu et on l'a même nous tous là dit, je crois il y a 2 podcasts, s'il y avait un Nashville-Montréal en play-off, 3 d'entre nous auraient misé sur Montréal sur un match. Donc, je pense qu'il faut y être. Il faut y être parce qu'après, cette formule de play-off en un match sec ouvre beaucoup de perspectives pour n'importe quel des clubs qui va se qualifier, hormis effectivement pour le moment New England qui vraiment marche sur la ligue. Mais honnêtement, après, tout le monde peut se rencontrer, tout le monde peut se battre, etc. Donc, moi, je pense que cette année, plus encore, il faut y être dû à l'homogénéité de cette conférence. De ces 2 conférences, d'ailleurs. C'est que tu penses que Christophe, il est trop dur? Parce que je trouve qu'il est un peu dur, Christophe. Malgré sa belle photo noir et blanc, moi, je trouve que... C'est pas parce que le gars a une belle photo que je suis d'accord avec lui, là. Je trouve qu'il est un peu dur. Mais développe, pourquoi tu trouves qu'il est dur? Parce qu'il dit pouvoir poser le bon diagnostic. On a l'impression que l'équipe est en catastrophe. Au contraire, on dit depuis cette saison que c'est un football qui est assez attrayant, un football évolutif et positif. Donc, je le trouve un peu dur. Là, j'ai l'impression qu'il parle d'une autre équipe et pas le CF Montréal. Ok. Par rapport aux séries, vu le calendrier, tu as 2 adversaires directs avec Orlando et New York. Et tu as un des pires adversaires de l'Ouest avec Houston. Donc, concrètement, ils ont leur destin en main et s'ils font les séries, ils auront mérité de le faire. S'ils le font pas, on est plus dans une situation où face à des équipes qui sont similaires à toi, qui sont dans la même destinée que toi, t'as pas réussi à faire ce qu'il fallait. Donc, est-ce que tu peux vraiment regretter sur ça? Par contre, moi, ça fait pas mal de temps que je le pense. Cette saison, c'est déjà une réussite sportive pour le CF Montréal. Et ce qui a été mis en place dans la continuité de Thierry Henry. Et puis, je pense que ce qui est pas mal, c'est le fait que tu as une base de travail sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer sur dans les en tout cas, du moins la prochaine saison, vu les signatures qui ont été faites. Reg rappelait à juste titre que tout le monde a été un peu re-signé parmi les nouveaux qui étaient en prêt. Ça, c'est intéressant parce que tu peux t'adresser ce qui manquait, sachant même d'ailleurs que dans ce qui manquait, tu as beaucoup de joueurs blessés. Je trouve que ça reste une réussite. Je pense que je suis d'accord avec Julien. S'ils font pas les séries, c'est pas une catastrophe. C'est simplement voilà, ce sera le reflet de leur mérite sportif. Mais de toute façon, ce qu'ils ont déjà accompli, ça me fait penser à ce que un tweet que j'avais partagé l'an passé par rapport à Thierry Henry. C'était on demandait de partager ton fait footballistique le plus random. Mais là, on avait le fait que Thierry Henry, avec 1,13 points par match, il avait réussi à faire les séries, juste agrandir un peu parce que je pense pas que vous le voyez très bien. Et dites-vous que y en a d'autres qui avaient fait mieux que lui comme garde, Biello, Marche, et puis eux, ils n'avaient pas réussi à faire les séries. Donc, dépendamment des règles du jeu,
est-ce qu'on met 10 équipes, est-ce qu'on en met 6, etc. C'est compliqué parfois de comparer d'une année à l'autre. Mais ce que je trouve pas mal du tout, c'est qu'il y a une base sur laquelle tu peux t'appuyer pour 2022. C'est ça qui est déjà une réussite en soi. Oui. Non, oui, c'est vrai. Et puis, alors, on est d'accord qu'on est en MLS, là. Il n'y a pas de relégation ou de promotion. Donc, un barème de réussite minimum, a priori, par défaut, c'est faire les séries. Si tu viens de l'extérieur, tu as fait les séries, non, pendant 10 ans, tu n'as pas fait, bah, tu es nul. Donc, a priori, c'est un sorte de barème un peu comment dire, un peu binaire. Mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Sid. Il apporte un très bon point par rapport au fait que, bon, tu as une certaine continuité, l'héritage d'Henry, ensuite, la patte de Nancy qui implante vraiment sa vision de 10-15 ans à faire du foot à Montréal, au Québec. Donc, il se dit, ben voilà, j'implante ça. Tout l'héritage que j'ai eu d'Henry, de Lafroy et ce que j'ai appris aussi tout seul, ben, je l'applique ici avec le support ultimement important d'un Louis Renard et d'un Vassili Krimanzidis, même si, bon, c'est pas tout le temps parfait. Björn Hansen, c'est une catastrophe en termes de jeu et de salaire. Mais on a quand même été dans la même situation relativement. Donc, on se dit, ben, il y a une chance de rédemption pour tout le monde. Donc, il y a tout le temps une autre année pour ça. Mais oui, est-ce que rater les séries, c'est une catastrophe, comme dit Alix? Oui, mais contexte au terrain ou pas, pour moi, c'est une déception. Parce que le football, j'aime beaucoup ce que le football qui a apporté par ce club-là, qui est un football qui a été vu par beaucoup d'autres pundits US qu'on avait parlé il y a quelques semaines, qui redécouvraient Montréal, alors que bon, ils le savaient, mais jusque là, ils l'ont redécouvert avec une qualité de football très intéressante. C'est pourquoi je trouve que le football est tellement attrayant, tellement avec des ambitions intéressantes. Déjà, faire un 3-5-2, 3-4-3, même si c'est la mode, il faut le faire quand même. Et je trouve que ce serait quand même très dommage de se retrouver sans rien. Et surtout que faire les séries, c'est très serré. Juste un petit rappel, je voulais partager ce que j'avais fait. Et puis il faut souligner aussi. Non, faut juste souligner que on s'aperçoit aussi quand une équipe réussit. Soit tu travailles avec eux depuis pas mal de temps, avec les mêmes joueurs, ce que fait New England cette année, parce qu'on sait qu'ils ont la même équipe depuis 3-4 ans, il me semble. En tout cas, leur fer de lance, là. Ou alors, tu vois aussi une équipe qui a bien performé par le fait qu'il y ait certains de ces joueurs qui aient progressé. Puis, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la semaine passée, mais quand tu vois Sunusi, Waterman, même Zoran Bassong qui est dans une moindre mesure, ce sont des joueurs qui, au départ, n'étaient pas forcément des gens sur qui tu allais compter et qui, au final, se sont révélés sur toute la saison. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que ça travaille énormément durant les entraînements. Et la deuxième, c'est qu'ils mettent à profit ce qu'ils apprennent durant les entraînements. Donc, on sent qu'il y a un vrai travail. Et je rejoins Sid, c'est ça qui est de bon augure pour la suite. C'est qu'effectivement, même si on ne les fait pas, effectivement, pour moi, ça sera un regret. Je signe et persiste. Mais ça laisse augurer que si on laisse travailler dans la durée ce coach avec ces ambitions-là, et ce groupe-là aussi, si on change à chaque fois 11 joueurs, etc., c'est compliqué. Mais si on s'en va avec eux sur la durée, on pourrait peut-être avoir d'énormes surprises dans les 2-3 prochaines années. Je parle d'énormes surprises, je parle d'aller chercher une coupe MLS. Hein, on est d'accord que... Oui, ce genre de surprise-là. Du moment que tu fais les séries, tu as une chance, mais quoique, je pense que faire les séries à MLS, si tu es en fuego, tu peux faire mal. Le seul problème, c'est que si tu arrives dans des saisons où tu as des équipes qui marchent comme ça sur l'eau, pour aller chercher New England aujourd'hui, il va falloir être très costaud quand même. Ouais, c'est vrai, parce que New England, ils ont battu contre Columbus en finale de conférence l'an dernier, 1-0. C'est pas comme s'ils sont fait dominer. Donc New England. C'est comme si tu tombes sur le LA Galaxy, le Los Angeles là, FC là, une saison avec Carlos Vela quand ils vont le chercher, je crois. Ou non, excuse-moi, le Atlanta. Le Atlanta, quand Joseph Martinez marque les plus de 25 buts, eux, ils sont intouchables. Oui. Ils sont intouchables. En plus, la finale se joue dans leur stade. Oui, et puis justement, en termes de football, genre, tu vois ça aussi dans les ligues en dehors de la MLS, Ligue des Champions par exemple, les meilleurs sont tout le temps les meilleurs. Donc si tu es très fort, même si le format est très différent, ben, en général, tu vas te retrouver tout le temps dans les pôles positions parce que tu es très fort. Il y a des surprises, il y a des parcours différents, etc. Mais a priori, la MLS, ça représente faire les séries MLS, c'est un petit symbole de ce qui se fait ailleurs. Genre, les meilleurs, c'est les meilleurs, ils vont tout le temps être là. Il y a les petits cendrillons, les surprises, puis ceux qui sont, on est bon, mais on choque tout le temps. Bon, il y a toute la panoplie ça. Juste. Mais c'est un match ou pas? Oui, c'est un match hein, jusqu'à la fin. Ouais, c'est la fin.
Donc, C'est c'est pour ça que juste le terrain qui joue quand même. Tu sais, ouais, d'accueillir. mais même, tu vois, je trouve que c'est ça qui fait, entre guillemets, un peu la beauté de la MLS, c'est que le but, c'est de te rendre en playoff. Après, une fois que tu es en playoff, comme on dit, gloves are off, puis it's anybody's game. Je pense Non, que non, mais c'est parce que, étant donné que c'est sur un match, tout peut arriver sur un match. Tu peux avoir un carton rouge en début de match. C'est juste que le calendrier, pour y arriver, il faut être costaud. Hein. Quand, ils ont eu au moins 6 semaines de 3 matchs en une semaine. Genre, non, il y a eu beaucoup d'adversité, c'est beaucoup. Avec les déplacements, Enfin, tu sais, ils terminent presque là, encore une fois, juste avant les 3 derniers matchs, ils font encore une semaine à 3 matchs. Donc, tu sais, dans la gestion des effectifs et tout, c'est compliqué quand tu es une équipe comme Montréal qui a pas on a vanté la profondeur, puis on s'est aperçu que quand il y a 1 ou 2 blessés, la profondeur, elle disparaît. Donc, c'est encore plus, je trouve, positif dans le management de Wilfried Nancy, je trouve. Bon, moi, je trouve fascinant, qu'il fasse ses séries ou pas, j'aurais le même diagnostic par rapport à ça. C'est vraiment le manque de chance ou un chat noir là qui est dans le stade Saputo, c'est comment Mason Toy se blesse. Je me dis, j'ai jamais vu ça. Genre, le gars, il protège un ballon pour finir le match contre les Raboules, c'est ça, ou je sais plus contre qui. Puis il se fait pousser, puis il tombe, c'est ça, on se faisait poussant par un adversaire, il tombe par terre, puis il se déboîte de l'épaule, si j'ai bien compris. C'est fascinant. Donc tu dis, quel pas de bol avec Kyoto qui était. Même Kyoto n'était pas en grande forme en ce moment-là. Ouais, puis lui était en bonne forme. C'est ça qui est fou. C'est ce pas de bol quand on fait le diagnostic, qui ont fait les séries, jusqu'à quel point Pixie raté les séries, je trouve ça assez fascinant. Je voulais partager ça, parce que j'ai fait un petit tableau là, des slides là, pour montrer un peu l'historique de faire les séries. Donc, ça, j'ai commencé en 2015. C'est l'année où le foot a commencé à Montréal. On va se dire la vérité. Drogba est arrivé. Donc, juste pour montrer un peu, en 2015-2016, c'était 10 clubs, puis ils prenaient le top 6. Est-ce que vous voyez la page? Après, je vais vous montrer un peu l'historique, comment on fait les séries. C'est un top 6. Montréal, on fait back-to-back. On s'appelle back-to-back avec Toronto. Toronto a fait en 2015 et en 2016. Et on voit que il y a moins d'équipes, donc l'écart est peut-être un peu plus grand entre le 7e et le 6e, entre les dernières places. Même si en 2016, c'est un peu plus serré. Et plus on ajoute de clubs, plus on voit que il y a plus de clubs, donc c'est plus serré, donc il y a un peu plus de matchs, même s'il y a un écart un peu plus grand. Bon, Montréal rate les séries 2007-2018, c'est la grosse disette. C'est la grosse disette depuis là. En 2019, tu vois, vous avez l'équipe, on est passé de 10 à 11 à 12. Là, on voit que c'est de plus en plus serré pour ceux qui font les séries, clairement. Bon, en 2020, c'est le free-for-all, c'est le open bar, là, tout le monde est là. Je pense que si c'était pas l'open bar, ils les font pas pour une 4e année de suite. C'est ça. C'est les séries Covid, post-Covid, donc c'est ça. Donc, on voit que c'est un peu plus serré pour Montréal, Chicago, New England. Ils sont quand même à 4 points, c'est pas beaucoup. Donc, faire les séries, c'est tout le temps quelque chose de serré. Puis en ce moment, quand on le voit en ce moment, est-ce que j'ai pris la bonne date là, de ce standing? Mais on voit que, littéralement, on est passé à 1 ou 2 clubs pour 3-4 places, pour 3 places de série les autres années, sauf l'année 2020. Là, on passe à peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peut-être sur Orlando. Ouais, parce que Montréal, ils peuvent rattraper. J'exagère là, mais 7 clubs pour 4 places, quoi, en fait. Ouais, c'est de plus en plus serré, parce qu'il y a plus en plus de clubs, évidemment, donc plus de chances de... statistiquement, tu auras plus de chances de faire des points au moins, mais évidemment, Cincinnati, c'est dans le fin fond. Donc, c'est un peu pour montrer un peu l'historique là, des standings pour l'évolution, et que, 2020, c'était assez spécial. Si tu pouvais juste remettre la slide des matchs, je voulais juste en parler rapidement par rapport... La route de croix des adversaires. C'est ça, on peut voir, il y a beaucoup de confrontations directes. Sid en avait un peu touché un mot par rapport au match. On sait que Montréal, il leur reste 3 matchs. Donc, New York Red Bulls, samedi. Donc, samedi le 30 à New York. Et il leur reste mercredi le 3 contre Houston à Montréal, et ensuite le 7 novembre, dernier match contre, si je ne me trompe pas, le dernier match Orlando, ouais. Donc il y a 2 matchs contre des confrontations directes, et c'est vrai qu'il y a 2 équipes qui sont 6e et 7e, donc les 2 dernières places des playoffs, qui sont les Red Bulls et Atlanta. Il leur reste 4 matchs.
Donc, ils jouent dans 2 jours, là, mercredi. Et ils ont un match aussi à fin de semaine. Donc, quand on regarde un peu le classement, j'ai quand même mis DC United qui sont 9e derrière le CF Montréal. Il leur reste 3 matchs. Ils peuvent jouer un rôle là-dedans parce que ils finissent contre Toronto le dernier Ils peuvent jour. se qualifier largement. Hein, ils peuvent. Donc, d'ici, il leur reste 3 matchs. Il reste ce match contre New York. Donc, New York, au final, ils jouent quand même 3 de leurs 4 matchs. Les Red Bulls sont contre des adversaires directs. Donc, ça peut être, on peut avoir vraiment une fin de saison en boulet de canon. Déjà, fin octobre, il y a 2 matchs avant la fin octobre. Et puis là, je pense que ça va être intéressant de voir. À mon avis, les Red Bulls, ils ont ce petit avantage d'avoir le match en plus et de jouer direct. Puis ils sont comme avait dit Julien, ils sont quand même dans une bonne dynamique aussi. Atlanta aussi. Donc c'est pour ça, moi je parlais de dernier joker grillé par le CF en perdant ses 2 points bêtes samedi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Là, c'est des must-wins, mais c'est des must-wins contre des équipes qui sont dans une dynamique. Véritablement, ton vrai joker, Reg, ce sera samedi. Si tu vas gagner à New York, là. Si tu vas gagner à New York, oui. Après. Tout est rebattu. On en reparlera en début. On en avait parlé. Ça dépend si Kyoto est là. Ça dépend si Wanyama revient aussi. Parce qu'avec l'équipe actuelle, aller à Toronto, qui eux sont dans une dynamique. New York, pardon, excuse-moi, qui sont dans une dynamique quand même beaucoup plus positive que celle de. Ah, c'est sûr que c'est l'équipe que tu veux pas jouer en ce moment, c'est New York. Ça, c'est sûr. Donc, non, je trouvais ça intéressant. Donc, on s'en reparle au prochain podcast. On aura déjà une bonne idée. On va parler du match de samedi, qui va être un gros match. Et évidemment, l'historique de Montréal, que ce soit l'Impact ou le CF à New York, est clairement mauvais déjà. Le retourné d'Henry dans la face de je sais plus qui, c'est jamais une bonne nouvelle d'aller au Red Bull Arena. Non, c'est clairement, c'est Kinder no bueno. Puis, non. Puis, Alix l'a bien dit, donc c'est 2 victoires à New York depuis 2012. C'est abusé, sachant qu'on joue environ 3 matchs par année à New York. Donc c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Attends, mais à New York, Red Bull seulement, je croyais qu'il comptait aussi City. Non, okay. Je pense qu'il a juste dit Red Bull. Mais on joue 2 fois environ là, donc ça fait beaucoup de matchs quand même. Et puis on verra comment la gestion de l'actif va être faite pour le match mi-semaine contre le Forge pour le championnat canadien. Ouais, mais ça, je vois beaucoup, ils sont en mode all-in pour le championnat canadien, il reste le championnat canadien. Tout le monde le rappelle, ça a l'air d'être un objectif qui tient à cœur aux supporters. Donc, je sais pas, Wilfried, dans quelle optique il est, parce que là, il gruge déjà beaucoup dans son effectif. Parce qu'il a beaucoup de blessés, donc les mecs qui seraient peut-être potentiellement titulaires mercredi contre Ottawa, c'est des mecs qu'il aura besoin samedi pour un match de rassemblement. Non, mais là, je veux dire, normalement, dans la gestion, tu l'as rappelé tout à l'heure, là, Reg, à juste titre, tu sais, le cas Johnson, là, qui est cercle vicieux. Si tu ne fais pas débuter et même jouer 90 minutes dans ce match-là, c'est un signal très, très compliqué à l'approche des 3 derniers matchs. Il faut absolument qu'il joue tous ces matchs. Il le faut. Et de même que Matko, il lui faut aussi ses 90 minutes. Balou, je veux dire. Il faut qu'il les joue. Enfin, je veux dire, je comprends que pour les supporters, ce soit intéressant et il faut aller le plus loin possible, voire même le gagner. Mais je veux dire, il y a quand même des priorités. Et tu l'as dit, on n'a pas assez de profondeur là tout de suite. Il va falloir trouver aussi une alternative. Et imaginons que Bjorn te claque un doublé ou un triplé contre la Forge. Tu sais pas, après, un attaquant, ça marche au déclic. On ne sait jamais ce qui peut advenir après des matchs suivants. Donc, il ne faut pas négliger. Non, tout à fait. La gestion de l'effectif est partie de l'équation de faire les séries ou pas aussi.